Alors j'enchaîne immédiatement avec l'animation de la table ronde autour du e-commerce et donc je vais appeler Amélie Fréré de Colipost, si tu veux t'installer, Joël Delestre de Bijourama, si tu veux venir nous rejoindre sur la scène, Marc dont on vient de parler, Marc Venet, et Marilyn Delestre de Se Meubler Online, Marilyn qui est là-bas. Alors nous avons deux Delestre en témoignage, Joël me faisait remarquer, vous n'avez rien à voir en fait, vous connaissez pas, mais peut-être qu'il y a des noms qui prédestinent au e-commerce, je sais pas. Cette table ronde, ça va être l'occasion pour nous de rentrer un peu plus et d'être plus curieux, parce que c'est vrai que quand on a des experts qui parlent, on aimerait avoir des chiffres, des quantités, et combien ils gagnent, etc. Alors je ne sais pas si tout le monde va rentrer dans ces détails-là, mais en tout cas nos témoins vont tenter quand même, à travers leur expérience, d'en dire un petit peu plus sur le derrière de leur site, sur comment ça s'est passé, les débuts, etc. Alors avant de rentrer sur ces trois témoins vraiment e-commerçants, je voudrais d'abord donner la parole à Amélie de Colipost, puisque ça fait une petite transition avec l'expertise aussi. Peux-tu nous dire un peu aujourd'hui, on a parlé de logistique, on a parlé de problématiques colis, et j'aimerais bien avoir ton regard en tant que fournisseur de services de livraison sur l'évolution aujourd'hui de la livraison dans le e-commerce. Donc bonjour, je suis Amélie Fréré, ingénieure technico-commerciale chez Colipost. Pour vous situer un petit peu, Colipost, c'est la marque colis du groupe La Poste. On est 7000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'1,4 milliard et nous transportons pas moins d'1 million de colis jour. Aujourd'hui, on couvre 98% de parts de marché sur la livraison à domicile, c'est-à-dire directement en boîte aux lettres. Et depuis relativement récemment, puisque ça fait un petit peu moins d'un an, nous avons décidé de nous diversifier sur les modes de livraison, notamment en point relais, et utiliser également notre bureau de poste comme nos futurs points relais. Alors justement, sur ces points relais, on fera le tour après des trois, mais je voudrais vraiment commencer par toi. On a vu arriver des offres comme Socolissimo, là où avant c'était du Colissimo classique. Qu'est-ce que ça a changé, ça, au niveau du e-commerce et de la perception par le client ? Alors en fait, la philosophie de l'offre Socolissimo, c'était de proposer une multitude de choix de livraison aux consommateurs. Pourquoi ? Parce qu'on a travaillé en fait conjointement avec nos grands clients. Ainsi que la Fédération des entreprises de vente à distance. Aujourd'hui, il faut savoir que le marché de la livraison à domicile, c'est à peu près 85% des besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 62% des Français qui se font livrer un colis chez eux, et pas moins en une moyenne de 10 colis par an, par consommateur sur le web. Donc ça vous donne déjà une petite idée de ce qui peut se faire sur le marché de la livraison. Et notre idée, c'était de dire, voilà, nos clients e-commerçants aujourd'hui ont des besoins de plus en plus diversifiés. Effectivement, la livraison à domicile, ça répond à une partie du marché, mais il y a également des consommateurs qui aujourd'hui, pour X ou Y raison, ne souhaitent pas se faire livrer à leur domicile. Ils préfèrent aller retirer leur colis dans un point relais parce que c'est à côté du lieu de travail, c'est à côté de chez la nounou ou du commerçant de proximité. Donc, fort de cette expérience, on a décidé, en fait, sous format brainstorming, avec la FEVAD et nos grands clients accompagnateurs comme Vente Privée et Price Minister, de fonder notre offre. C'est comme ça qu'on a décidé, en fait, de partir sur des points relais commerçants tels que vous pouvez les connaître sur des réseaux déjà existants comme la Sogep ou Kiala, mais également d'étoffer notre offre et de passer sur autre chose. C'est-à-dire que, effectivement, le commerçant de proximité type débitant de tabac, fleuriste, pressing intéresse les consommateurs, mais on a fait également le choix de s'orienter vers un partenariat avec le réseau Système U, donc les marchés U, Super U, Hyper U, et ce qui ne s'était encore jamais fait avec les stations-service Shell et Avia. Aujourd'hui, pour vous donner une petite idée de ce qui se fait sur l'offre Socolissimo, on a une proportion de livraison à domicile qui est toujours de 85%. Nos bureaux de poste représentent 10% de nos points relais. C'est un engouement très très fort de la part des consommateurs web. 3% sur le commerce de proximité. Et après, on est plutôt sur, on va dire, de l'anecdotique, avec des bornes automatiques situées dans les grandes villes où vous pouvez venir retirer votre colis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et de la livraison éventuellement à domicile sur rendez-vous, uniquement sur Paris, jusqu'à 21h30 le soir.
D'accord. Donc si je résume bien, l'acheteur est encore attaché à se faire livrer son colis chez lui, mais ceci dit, il est de plus en plus sensible au fait qu'on lui propose une variabilité, puisqu'il commande 10 colis par an en moyenne, et que parfois il va avoir besoin de se faire livrer soit au bureau ou soit chez lui, mais en tout cas, il faut lui laisser cette possibilité. Tout à fait. En fait, c'est plébiscité sur les études qu'on a pu faire, sur les études de marché. 82% des consommateurs web souhaitent différents modes de livraison. Même s'il reste attaché à la livraison à domicile, il a quand même besoin de modes de livraison palliatifs. D'accord. Merci Amélie. On va parler maintenant de ceux qui expédient, avec ceux qui expédient. Juste vous demander à tous les trois de faire une première présentation brève de qui vous êtes, dans quelle activité vous œuvrez, combien de personnes travaillent dans cette activité d'e-commerce. Et puis ensuite, je vais revenir un peu plus dans le détail sur votre parcours. Je vais donner la parole aux anciens, il n'aime pas quand je dis, mais à Joël, mais qui historiquement est un e-marchand très connu en Normandie, puisque toi tu t'es lancé quand en fait et dans quel domaine? Bonjour mesdames, messieurs, Joël Delestre. Donc moi j'étais demandeur d'emploi et j'ai créé ma société de e-commerce en février 2002. C'est pour ça que je dis que c'est un ancien, en fait, voilà. Un ancien e-commerce. Voilà, et je suis installé à Maromme. J'ai créé en 2008 une LTD à Ramsgate en Angleterre pour la société Jewelrama. Nous sommes spécialisés dans la vente de montres et de bijoux en ligne. Au niveau de la société française, on a un peu diminué parce qu'on a externalisé la logistique, donc il y a 7 personnes. Et puis sur la société anglaise, il y a 1 personne et 2 stagiaires. Donc toi, tu fais que de la vente en ligne, hein, on est bien d'accord. Tu vends des montres et des bijoux. Je suis un 100% pure player. Pure player, d'accord. Merci. Marilyn, vous avez un micro, c'est bon. Oui, alors moi, c'est pas du tout le cas. C'est pas uniquement de la vente en ligne. C'est au contraire, c'est une évolution de ce que nous faisons, puisque nous sommes avant tout fabricants et importateurs de meubles en kit. Donc pour la société Soda MVDA. Et nous qui se situe à Aumale, hein, donc ils sont purs normands. Et nous sommes venus au e-commerce en complément de ce que nous faisons déjà. Donc c'est un complément d'activité. Donc vous êtes fabricant et d'habitude vos clients c'est plutôt les gens de la grande distribution, voilà, de la décoration et du meuble. Tout à fait. Nos clients c'est en fait la grande distribution meubles, alimentaires ou bricolage et également des VPCistes, que ce soit français ou étrangers. Style 3 Suisse, Office Dépôt, Auto-Office. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire juste quand est-ce que vous êtes lancé dans le e-commerce pour vendre vos produits? Ça fait à peu près 6 mois. 6 mois, donc jeune e-commerçante. Tout à fait. Très bien, je vais revenir un peu plus de détails sur votre projet après. Marc Venet. Oui, bonjour. Donc je te laisse te présenter ton activité et comment tu es venu à la vente en ligne. Donc moi je suis directeur général d'une société industrielle sur Rouen que tu connais, qui s'appelle la société Laoureux, qui fabrique des feutres techniques. Et je suis venu au e-commerce en fait par hasard, parce que je travaillais un petit peu d'AdWords pour le site de Laoureux, pour le faire voir sur Google. Et ça m'a donné envie d'approfondir un peu le sujet et notamment de distribuer, pourquoi pas, des produits pour lesquels j'avais certaines idées d'application à partir des produits qu'on fabriquait, mais qui n'avaient pas forcément une distribution très bien organisée. Et donc je décidé de le faire moi-même. Et donc tout le début s'est fait par la rencontre avec Arando Store qui m'a permis sans sans compétences informatiques, de pouvoir ouvrir une première boutique pour essayer. Et voilà, ça a fonctionné et j'en ai ouvert d'autres après. Donc toi, tu as commencé il y a combien de temps? 2 ans et demi. 2 ans et demi, d'accord, ok. Donc vous voyez, on a un panel assez varié. Je vais revenir vers toi, Joël, qui a plus d'expérience. Si tu avais un conseil à donner à ceux qui vendent déjà en ligne ou qui se lancent, par rapport au recul que tu as, quels seraient un peu les pièges dans lesquels toi tu es tombé, ceux qu'il faut éviter, etc. Question vaste, mais si tu peux au moins te concentrer sur l'essentiel. Moi, j'avais souvenir, donc, quand tu as ouvert tes sites, on disait Joël Delestre, il veut se lancer dans le bijou, ça marchera jamais. En ligne, personne n'osera acheter une bague ou de l'or, ou etc. Et finalement, aujourd'hui, tu pèses combien de commandes, combien de chiffres d'affaires, enfin,
On fait un peu moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la France. Donner des conseils, bon, je suis un peu modeste. Hein, je vais pas je le sais, mais je veux pas. Mais bon, le e-commerce, c'est une activité à part entière. Souvent, on croise des gens qui veulent faire du e-commerce et qui s'imaginent que c'est un plus par rapport à l'activité principale. C'est un boulot à plein temps. Parfois, on n'a pas l'impression de bosser, mais il y a tout un travail en amont avant d'arriver à un certain nombre de résultats. Donc, il faut aussi se comparer à un commerce traditionnel. Parfois, les gens s'imaginent que c'est pas très cher de monter un site de e-commerce. Ça coûte très très cher. Faire venir les gens, ça coûte beaucoup d'argent. Et si c'est pas, on achète dans un commerce classique, on achète un pas de porte. Là, on n'achète pas forcément un pas de porte, mais on achète de la fréquentation. Et ça génère quand même des coûts très importants. Il ne faut pas oublier de les mettre lorsqu'on fait son projet. C'est une des choses. D'accord. En termes de problématiques, je crois que je les ai tous eus. Alors, oui, humaine, technique, fournisseurs, et une période où les fournisseurs aussi étaient c'est toujours le cas. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, presque 10 ans après, j'ai toujours des gens qui ne veulent pas me livrer parce que je suis un 100% pure player. On est vraiment dans des marchés dits sélectifs. Donc heureusement qu'ils ne m'ont pas livré. Comme ça, j'ai été chercher ma marchandise ailleurs, je l'ai moins cher. Ça me permet de la proposer moins cher. C'est une des solutions que j'ai trouvées. Mais encore au jour d'aujourd'hui, nous avons des freins au e-commerce. On a des lobbies puissants qui bloquent. Vous verrez, vous serez même surpris que certains ne voudront pas vous livrer parce que vous avez un site de e-commerce où vous donneront une certaine gamme parce que ça rentre en concurrence avec le réseau sélectif qu'ils ont mis en place. Vous êtes transversal, ils ont des manières de commercer sur des zones spécifiques. Ça gêne leur stratégie de certains des fournisseurs. Vous pouvez avoir ce genre de blocage. Donc il faut faire ou être très mielleux, ou trouver des idées, ou pour passer au travers. D'accord. Alors justement, aujourd'hui le problème. L'exportation aussi est un problème. On a des coûts de transport qui sont différenciés. Je crois que la personne qui a expliqué tout à l'heure le commerce international, c'est pas si simple que l'on croit. Je rajouterais aussi pour l'international, et David du Moulin de Dinexis m'en parlait, que la difficulté c'est le retour du colis, parce que c'est rare, mais ça existe dans l'e-commerce. Un client qui souhaite retourner son produit, en France c'est facile, on a des mécaniques de retour, les logisticiens le gèrent très bien. Quand on expédie à l'étranger, c'est plus la même question. Donc le retour peut s'avérer finalement très coûteux. Alors justement, vous deux, vous n'avez pas du tout la problématique de Joël par rapport aux distributeurs, parce que Joël, toi tu distribues, mais vous produisez. Donc Soda fabrique des meubles, Marc fabrique du feutre, et ce qui m'intéresse, c'est cette diversification en fait de vos métiers, puisque vous étiez dans le B2B pur, et aujourd'hui vous adressez un marché qui est celui du particulier. Donc peu du tout les mêmes approches, les mêmes ventes, etc. Est-ce que vous pouvez me dire comment l'un et l'autre, alors je vais commencer par Marilyn, vous avez acquis votre audience, comment vous vous faites connaître sur un marché que vous découvrez? Nous avons commencé à mettre en place un site sans y connaître grand-chose. On s'est vite rendu compte que si on ne faisait pas de publicité, en fait, les commandes ne tombaient pas toutes seules. Donc on a dû passer par des moteurs, des comparateurs de prix qui nous ont... le retour a été immédiat. Les commandes sont tombées immédiatement dès qu'on a lancé les comparateurs de prix. Le jour même, en fait. En gros, les premières commandes sont tombées. À partir du moment où vous avez injecté votre catalogue, alors les guides, les comparateurs, vous travaillez avec lesquels en ce moment? Pour l'instant, on a principalement leguide.com et puis Twenga. D'accord. Ce sont les... Et alors, les gens en général ils aiment bien les chiffres. Alors, on ne va pas rentrer dans le secret du chiffre d'affaires, sauf si vous autorisez la liberté. Mais ce qui est intéressant, c'est la part d'investissement publicitaire comparé au chiffre d'affaires hors taxe que vous générez aujourd'hui. Vous estimez c'est pas négligeable parce que en fait, en tout cas dans le milieu du meuble, ça peut monter à 20-25%. D'accord. Donc 25% d'investissement sur le chiffre d'affaires hors taxe. C'est important à retenir parce que nos e-commerçants en général rechignent à investir dans la visibilité. Or, il faut le faire, mais il faut aussi avoir des marges sur ces produits qui sont importantes parce que si vous avez 30% de marge et
et que vous investissez 20 donc 25% de votre CA hors taxe dans la publicité, il ne va pas rester grand-chose derrière. Donc c'est important dans votre modèle économique de penser investissement publicitaire. Quand on est commerçant, on doit dépenser avant de gagner et donc il faut que la marge soit belle. Donc le facteur prix du style j'arrive sur le web, je baisse mes prix et je vais vendre, ça ne marche pas forcément. Parce que ça ne vous laisse pas assez de latitude sur l'investissement publicitaire. Marc aussi, tu as des succès en investissement publicitaire et des échecs, donc est-ce que tu peux nous en parler? Oui, comme tu le disais tout à l'heure, la seule façon, on va dire, d'être visible avant d'avoir du référencement naturel, c'est de payer l'AdWords. Moi, j'aime bien quand l'AdWords ne dépasse pas 10% de mon chiffre d'affaires. Tu t'es donné des seuils? Et voilà, je me suis donné certains seuils et puis et certaines habitudes par certains sites. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec certains mots-clés, forcément, le coût de l'AdWords n'est pas le même. Et on peut arriver à des 25-30%. Il faut les intégrer dès le départ, c'est vrai. D'accord. Alors, est-ce que vous avez, Marine, pas encore tenté l'international? Toi, tu l'as tenté un petit peu et toi, Joël, un peu plus. Vous me direz aussi, Socolissimo, en termes de livraison, c'est une question que je me pose aussi, comment ça se passe pour les livraisons internationales avec l'offre So ou Co, enfin, comment vous faites? Alors pour l'instant, l'offre a été développée, l'offre a été développée uniquement sur la France métropolitaine. Et alors, j'ai pas encore la date officielle, mais normalement, l'offre devrait être également démultipliée sur la Belgique. Je pense très certainement avant la période de Noël. Donc, Joël, en une phrase, tu as dit que tu avais monté Javelorama Ltd. Alors c'est pareil, souvent c'est des petites phrases dans l'e-commerce qui cachent de grandes choses derrière, comme le petit drapeau dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous faire part de cette expérience? Alors pourquoi tu as tenté le marché anglais, puisque finalement tu as attendu des années avant de vendre à l'étranger, alors qu'on a beaucoup de clients ça fait partie du cahier des charges dès le départ de vouloir vendre à l'étranger, et je voudrais que tu nous dises en quoi il est bon ou pas de partir tout de suite à l'étranger, et en quoi ça peut présenter soit des bonnes opportunités, soit des mauvaises. Nous, on l'a fait parce qu'on avait testé d'abord, déjà de France, un certain nombre de marchés. On avait testé le marché allemand et le marché anglais. On s'est aperçu que les Anglais, comme le disait tout à l'heure la personne précédente, les gens payent avec le même système de paiement qu'on avait. Et on a trouvé que c'était le marché où on avait les produits les plus compétitifs. Et puis le monde entier parle anglais. Donc voilà pourquoi on a été en Angleterre. Le fait que le monde entier parle anglais, il y a des grandes différences et on ne pouvait pas le faire avec un site français. Par exemple, le site anglais a une particularité, c'est qu'il est multidevise. C'est-à-dire qu'on peut payer aussi bien en couronne danoise qu'en euros ou en livres sterling. Et comme le monde entier parle anglais, 55% du chiffre d'affaires du site anglais est réalisé sur le Royaume-Uni, mais 45% du chiffre d'affaires est réalisé hors Royaume-Uni. Il y a même des Français qui viennent acheter sur le site anglais. C'est assez rigolo. Ils ont une surprise, le colis arrive de France. Donc voilà. D'autres pays, c'est plus difficile. Donc c'est prévu, mais ça se fait au fur et à mesure. Là, pour l'instant, on fait des tests sur l'Allemagne. On se débrouille bien, mais... Mais ça veut dire qu'à chaque fois, pour chaque pays, alors l'Angleterre, tu as ouvert un bureau là-bas, et ça veut dire que, comme le disait Mounir tout à l'heure, il faut investir, c'est un site à part, c'est des traductions, c'est des promos, c'est exactement, tout est différent. Les dates sont différentes, la date de la fête des pères est différente, c'est ce qui nous a permis aussi le fait d'être sur place de s'en apercevoir. On n'a pas la même fête des pères en Europe. Voilà, on l'utilise aussi pour une question de sourcing. On est sur des marchés sélectifs, donc l'approvisionnement, ça me permet aussi de mettre des fournisseurs monoproduits en France, d'avoir une autre source d'approvisionnement et de les mettre en concurrence, ce qui me fait d'avoir des prix d'achat meilleurs. Bon, ça c'est au niveau interne. Voilà, l'Angleterre, ça permet pas mal de choses. L'Allemagne, c'est beaucoup plus compliqué, même si c'est un marché très important. Moi, j'y croyais. En 2007, j'ai jeté l'éponge et je suis reparti cette année. Comme quoi, en définitif. Alors, Marc, toi, tu as 4 sites en langue étrangère pour vendre des produits d'entretien pour les chapeaux, le feutre. Je crois que le retour est plutôt moyen, finalement, sur l'international. Il est nul. Il est nul, voilà. Donc, non, mais ton témoignage est hyper intéressant. Il est nul, mais de ma faute, parce que je me suis planté en faisant les boutiques. D'une part, en estimant qu'il y avait un marché, il y en a peut-être un, mais en tout cas, je suis invisible dessus. Et d'autre part, j'ai complètement sous-estimé le travail que ça représentait, justement pour s'adapter.
Et je l'ai fait comme à partir de la France. Et ça n'a pas fonctionné. J'ai pas le temps de pouvoir les travailler. Alors justement, cette question de temps, elle est hyper intéressante. Marc, tu gères bien tes quelques sites. Tu es tout seul à le faire, hein, c'est ça? Enfin, tu n'attribues pas de personnel de ton entreprise à cette activité-là. C'est le loisir du patron, en fait, il se fait plaisir. Et en revanche, Marilyn, vous êtes un industriel, vous avez du personnel qui produit, qui assemble, qui expédie. Vous avez déjà toute la mécanique à Aumale pour livrer les Conforama, les Alinéa, les Buts et autres. Et le fait d'être passé au e-commerce, ça a forcément fait du changement en termes de management, en termes de compétences. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu combien il y a de personnes qui interviennent dans la chaîne pour traiter vos volumes de commandes? Et puis, savoir si ça présentait des difficultés ou des écueils sur le plan humain, enfin, ou pas. En fait, oui, il y a différentes personnes qui interviennent. Donc, tout d'abord, donc moi, au départ, pour la création du site, on a une personne qui reçoit les commandes, parce que maintenant, j'ai passé un petit peu les choses. Donc, une personne qui réceptionne les commandes et qui organise tout ce qui est étiquetage, etc. Vous avez des personnes qui préparent les commandes, ensuite l'expédition. Donc, ça fait intervenir derrière plusieurs personnes. Et puis, un système justement logistique qui est différent de la logistique que l'on connaît habituellement, qui est par palette ou au camion complet. Donc, par rapport à l'international, nous, on livre également à l'international, mais uniquement pour les magasins, donc pas pour le particulier encore aujourd'hui. Et c'est justement par ma connaissance de l'international qu'on ne s'est pas lancé pour l'instant, parce qu'on sait très bien que les marchés sont différents et que les habitudes de consommation sont aussi différentes. Par exemple, un Espagnol, pour du meuble, préférera recevoir chez lui un meuble monté par une société locale que de commander un kit sur Internet. Il va chercher comment il faut le monter. C'est vraiment un marché qu'il faut pas tester. Donc là, on va conclure, il est 12h30. On a déjà passé une belle matinée. Je vais juste vous poser une dernière question. Et puis après, on vous invitera au buffet. Donc, buffet et café. Alors, je fais une petite sponsoring quand même, parce que le buffet est proposé par le restaurant Autre Chose, qui se situe à la Grand-Mare. Et vous allez pouvoir manger bio, puisque c'est un buffet uniquement bio. Et durable, voilà, durable. Et le café, donc, nous est proposé par la Maison du Café, qui sponsorise cette partie-là. Voilà. Donc, dernière question, si vous aviez un conseil pour ceux qui veulent se lancer, ce serait quoi, par exemple, Joël? Allez-y. Hein. Allez-y, ça marche. Amélie? Je pense qu'effectivement, il y a encore beaucoup de place à prendre et on est vraiment au début du e-commerce en France. Ça peut être aussi bien donc pour une société qui a déjà ses propres clients, un développement de clientèle, ou même, nous on était uniquement dans le B2B, mais on découvre aussi des clients qui ne sont pas uniquement des particuliers, mais des petits commerces qui n'avaient pas accès justement à des fabricants comme nous. Ça aussi, c'est une donnée très intéressante. Souvent, on commence sur le particulier, on aborde le professionnel après. Et Marc, alors le mot de la fin. Je dirais allez-y aussi. C'est d'une part pas très compliqué grâce aux plateformes qui existent. Hein, et c'est gourmand en temps. Mais voilà, c'est uniquement gourmand en temps en travaillant avec les plateformes. À partir du moment où on a quelques idées. Ben écoutez, merci à tous les quatre. J'espère que ça a éclairé aussi vos esprits sur des aspects plus pragmatiques et plus humains. Et puis je vous invite à discuter avec tous les acteurs que vous avez pu voir ce matin. Ils sont disponibles pour vous autour du buffet. Merci.